Vous êtes sur Moto TV, mesdames et messieurs, merci de nous regarder où que vous soyez. Au sommaire de ce journal, un conflit foncier a éclaté en l'île Kamohu au quartier Kamisimbonzo en ville de Butembo. Plus de 500 ménages sont visés. 13 civils ont été arrêtés lors d'une opération de déguerpissement forcé. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. 13 civils ont été arrêtés lors de l'opération de déguerpissement menée par des militaires à Kamoku. Nous sommes au nord de la ville de Butembo, au quartier Kamisimbonzo, à la commune de Bulengera. Depuis la semaine dernière, ces civils détenus restent dans la prison de Kakwangura. Leur détention inquiète la population de Kamoku. Elle appelle les autorités de la ville à les libérer. Suivant ce reportage de Mwanampenzi Manzekele. Plus de 500 maisons sont érigées sur ce terrain conflictuel de Kamoku, au quartier Kamisimbonzo. Les habitants vivent la peur au ventre depuis le déclenchement de ces conflits qui les opposent à M. Muhindo Musonzo Désiré, qui se dit propriétaire. Serge, un jeune de cette contrée, raconte les malheurs que la population a subi lors de l'arrestation des civils par des militaires durant ce déguerpissement. Lorsqu'ils sont arrivés devant la porte, j'ai senti que les gens suspects étaient déjà dans le quartier. Je m'en doutais de sortir de la maison, mais j'ai fini par sortir rapidement de la maison et m'enfuir. Quand je suis revenu, ils avaient déjà porté mon cadet, ainsi que plusieurs de nos voisins. À 4 heures de ce jour, les habitants étaient contraints par des militaires d'ouvrir leurs portes. En cas de résistance, le militaire forait la porte, témoigne Furaha, qui demande la libération de son père. Le militaire était venu ici. C'était vers 4 heures du matin. Ils nous ont contraints d'ouvrir nos portes. Sinon, ils forcent eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils ont entré chez nous et partir avec mon père. Jusqu'à maintenant, il reste encore en prison. Guylaine Kavira connaît des insomnies ces jours de conflit. Elle se rappelle que son mari était tabassé sérieusement par les éléments de l'ordre, car il avait résisté. Voici l'habit de chiré que portait mon mari lorsqu'il se battait avec ses soldats. Il prétendait dire que mon mari était un maï-maï. Il s'est échappé de leurs mains et s'est enfui. Kahambuzawadi dénonce elle les vols orchestrés ces jours de déguerpissement. Ils ont ravi de l'argent, $100, 200. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Mais jusqu'ici, il n'y a aucune solution. Que les autorités puissent nous aider, car nous pleurons pour notre sort. Baby, lui, avait été tabassé à plus de voir son frère être arrêté. À quittant chez les voisins, ils ont descendu chez nous et porté mon frère. Nous avons crié, alerté les voisins. Se sont réveillés. Tous ont été portés. Maintenant là, ils sont dans la prison de Kakwangura. C'est une situation qui nous dose. Le dossier est entre les mains de la justice. Ces habitants plaident pour le relâchement de leurs proches et demandent qu'ils soient remis dans leurs droits. Dans un autre chapitre, chers téléspectateurs, des jeunes de Butembo se sont réunis au centre d'animation culturelle pour une formation sur l'organisation des événements culturels, une activité organisée par les CLAC en collaboration avec Ngabo TV, un média en ligne. C'était à l'intention des jeunes intéressés ce jeudi 11 janvier 2024. Suivez ce reportage de Eugénie Mosiberoa et Nelly Mwengue-Chali. Ces jeunes, plus d'une dizaine, ont participé à cette formation. D'après l'organisateur, cette assise vise à équiper des jeunes avec des notions de base pour l'organisation des événements culturels productifs. Mapson Witehe, initiateur du groupe La Plume d'Or, invité pour entretenir ces jeunes, a donné un planning qui reprend tous les éléments essentiels
est nécessaire pour l'organisation d'un événement culturel réussi. Bien dit de faire les rétro-planning, ça va. Et dans ton plan, tu peux te dire comment, par exemple, je veux faire venir des gens. Parce que tu ne vas pas faire l'événement pour toi. Tu veux faire l'événement pour toi, tu achètes un miroir. Ça va. Tu veux faire un événement pour toi, tu mets un miroir et puis tu commences à chanter, tu commences à te poser des questions et tu réponds. Ça va. Ou tu te maries avec ton reflet. On est ensemble. C'est pour ça en fait tu dois compter sur comment tes invités vont venir ou comment ton public va être là. Il indique que la réussite d'un événement dépend de son organisation. Voilà pourquoi il a appelé ses interlocuteurs au sens de l'innovation et de la créativité pour éviter la monotonie. Et puis on travaille les trucs. Il y a un acteur qui joue un peu le rôle, tout ça. Et monsieur, lui, il reste là, il suit un peu sa vie, il est content avec ça, il est rassasié. On n'est pas obligé de faire tous les jours la même chose. Les participants ont dit avoir appris et plus avec cette formation. Oui, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que pour organiser un événement, il faut avoir d'abord les objectifs. Donc, on a l'habitude de penser, de créer des rêves et commencer à organiser notre truc. Il faut d'abord se fixer les objectifs. Ça, j'ai appris aujourd'hui et c'est surtout important. Et j'ai choisi qu'il faut toujours cibler les lieux. Il faut savoir cibler les lieux. Il faut savoir bien choisir la date. Donc, il faut savoir l'activité. Et personnellement, on m'a beaucoup aidé vu qu'il y a des détails à ne pas ignorer, beaucoup plus concernant le public et comment le tenir au courant de ton activité que tu es en train d'organiser. Il ne faut pas mettre des affiches bien à la veille ou bien un peu éparpillées. Il faut un peu que ça attire de l'attention. En ville de Butembo, des jeunes s'intéressent de plus en plus aux activités culturelles telles que des poèmes, des concours de musique et de danse et autres qui nécessitent une organisation appropriée, a dit l'organisateur. En journée mondiale, l'humanité célèbre ce jeudi 11 janvier la journée mondiale du merci. Mototiv s'est intéressé à l'importance du merci sur la psychologie de l'homme. Selon les psychologues Waibuta Jean-Marie, les mots gratitude ou merci mettent les membres de la société en harmonie et favorisent les relations positives. Il classe ces mots de reconnaissance parmi les manières du savoir-vivre et de libération vis-à-vis d'un devoir. Suivez ces explications dans ces propos recueillis par Samuel Wainda. Merci. Je veux dire que c'est un signe de reconnaissance. Et vous avez déjà dit, c'est un signe de gratitude. Où on donne la place à l'autre. On reconnaît son apport dans la vie. De la vie personnelle. Voilà. Donc on donne la place à l'autre, on se dit mais voilà, il a été quelqu'un ou quelque chose pour nous. C'est pour cela qu'on dit merci. Donc c'était un mot d'ailleurs qui doit caractériser toute la personne du matin au soir. À mon avis, c'est parmi même les choses, les éléments qui nous aident à vivre ensemble, au même titre que bonjour, merci, pardon. Parce que ça peut entacher la vie sociale. Quelqu'un qui vous a fait du bien mérite justement un merci. Merci, ça mérite une gratitude, ça mérite une reconnaissance. Et si on ne le fait pas, ça veut dire que vous vous fermez à d'autres possibilités de gratitude, d'autres possibilités d'être aidé, d'être bien considéré dans la société. Donc un mot comme merci, je vous assure, ça dissipe beaucoup de ténèbres dans la vie relationnelle. Convenablement, c'est d'abord pour la personne qui donne le merci. Ça vous libère. Ça vous libère d'un devoir. Devoir de dire merci. Vous devez vous aussi libérer. Et quand vous avez déjà donné le merci à la personne qui vous a rendu du bien, vous êtes aussi psychologiquement à l'aise.
Mais du point de vue de la personne qui reçoit le merci, psychologiquement, c'est un signe de reconnaissance. Et lui, vous le mettez d'ailleurs dans une position de faiblesse devant toute autre demande que vous pouvez lui adresser. Et vous prenez une position de force quand vous dites merci. Du point de vue psychologique, vous positionnez d'une façon à avoir une force sur la personne. Donc ça, c'est psychologiquement, il faut que ça se réalise. Parce que vous êtes déjà fort, vous qui dites merci, et vous essayez de rendre faible la personne à qui vous dites merci. Et sur les plans spirituels, dire merci est un signe de reconnaissance. Ne pas le faire est une erreur. Selon l'abbé Kanduki Moïse, toute personne en vie devrait remercier le Seigneur pour ses grâces. Il pense que savoir dire merci encourage les donateurs. Ces propos ont été recueillis par Samuel Wainda. Merci pour moi. Je vais prendre ce mot comme grâce, comme miséricorde, comme grâce. Il faut savoir rendre grâce, il faut savoir dire merci, savoir remercier. Tout d'abord, comme chrétien, on nous invite à remercier le Seigneur, à remercier Dieu pour les merveilles dont nous sommes bénéficiaires de sa part. Il nous a donné beaucoup de choses et nous devons régulièrement lui dire merci. Savoir dire merci, ça encourage les donateurs de la grâce. Dire merci, ça va vous estimer, ça va vous donner une appréciation de celui qui vous a donné quelque chose, comme vous avez été reconnaissant. Et alors, il peut encore demain vous donner. C'est pourquoi, même dans la Bible, à 2 Maccabées, le premier chapitre, le 11e verset, on nous demande de dire sans cesse merci au Seigneur. Même à Tobie 12:6, il faut savoir dire merci, ne nous lassons pas de remercier le Seigneur. Je me rappelle quand je suis devenu prêtre, et le texte que j'avais lu le jour-là, l'évangile, on nous dit lorsque Jésus a envoyé ses disciples aller annoncer l'évangile, la bonne nouvelle à travers les nations, il leur a dit, toutes les fois où vous aurez commis, vous aurez fait le bien, dites-vous que nous sommes des serviteurs inutiles et quelconques. Nous n'avons fait que notre devoir. Donc, quand vous avez donné, n'attendez pas qu'on vous dise merci, n'attendez pas qu'on vous remercie nécessairement. Non, il faut se dire, voilà, j'ai posé un acte, j'ai fait le bien, et puis j'ai fait mon chemin, je continue ma route. Et donc, si on ne vous a pas dit merci, alors que vous avez fait des merveilles, vous avez posé des actes de charité, bon, vous êtes chrétien, n'attendez pas nécessairement qu'on vienne vous remercier. Dites-vous, seul Dieu a noté dans son cahier que vous avez posé un acte de charité. Une page noire dans ce journal, elle n'est plus la sœur Marie Yohana Saïba de la congrégation des petites sœurs de la présentation de Marie au temple. PSP est décédée le 9 janvier 2024. Elle a reçu les derniers hommages ce lundi 11 janvier avant son inhumation au cimetière de PSP de Bunyuka. Une messe de requiem a été dite par l'évêque de Butembo Béni en sa mémoire dans la cathédrale Mater Ecclesiae. Delphé Boya pour le reportage. Ici à la paroisse Mater Ecclesiae, les sœurs, les frères des différentes congrégations et d'autres chrétiens étaient présents pour les derniers hommages à l'illustre disparu. Monseigneur Sikoulipal Koumeleksedek a dit la messe avec à ses côtés 27 prêtres et 3 diacres. L'évêque a pris cette occasion pour dire aux chrétiens que Dieu jugera selon la valeur de notre vie à ses yeux. Une occasion pour lui d'éviter les participants à méditer chacun sur ce qu'il fait des autres. Aux yeux de Dieu, ce qui fait la valeur et la beauté d'une vie, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la science, ce n'est pas la beauté physique, ce n'est pas l'intelligence que l'on possède, ce n'est pas la capacité d'accomplir des prouesses, ce n'est pas d'être fort, influent, puissant,
Ce n'est pas non plus le fait d'être bien vu, être connu ou célèbre. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Avant la fête de la célébration eucharistique, la sœur Marie-Gisèle, déléguée de la mère générale des PSP, a parlé des vertus de sœur Johanna Saïba, notamment sa gentillesse, son courage au travail et d'autres qualités malgré son âge avancé. Pour cette congrégation, la sœur Johanna Saïba a été modèle à suivre. La sœur Marie-Johanna Saïba, elle était très gentille, elle aimait le travail, surtout l'agriculture et l'élevage. Elle était très accueillante et surtout ouverte à tout le monde. Après cette Eucharistie, le cortège funèbre s'est dirigé à la morgue pour la remise des signes baptismaux à la défunte sœur. Sœur Marie-Johanna Saïba est née le 11 novembre 1934 à Muhangi. Elle quitte la terre des hommes à 89 ans d'âge, emportée sûrement par le poids de l'âge. Elle repose à jamais au cimetière de PSP à Bunyuka. En sport, sans transition, préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la RDC bien sûr, ont livré leur dernier match amical de préparation l'après-midi de mercredi 10 janvier. C'était face au Burkina Faso. Les Congolais ont été battus 2-1, un échec enregistré à 7 jours de leur entrée officielle en Coupe d'Afrique des Nations. Jetali nous relate les détails de ce match amical de préparation. 4 jours après le nul de 0 but partout face à l'Angola, la RDC a bouclé la période pré-CAN par une défaite face aux étalons du Burkina Faso. Au Benias Stadium, Sébastien Desarbres et ses poulains ont fléchi par le score d'1-2. Après avoir tenu durant toute la première demi-heure, c'est finalement à la 36e minute concédé les Léopards. Absent la semaine dernière, Cédric Bakambu a débuté en pointe d'attaque dans ce match, aux côtés de Yohan Wissa et Théo Bongonda, titulaires contre l'Angola. Sébastien Desarbres, qui cherchait la solution facile pour revenir au score, a soufflé à la 56e minute lorsque Chancel Mbemba réduit l'écart pour les 1-2. Les entrées des Fisto Kalala Maele, Grady Diangana ou encore Aaron Tibola n'ont pas changé la donne. Une défaite pour les Léopards devant les étalons par le score d'1-2. Fin de préparation pour les Congolais qui bouclent leur stage avec un bilan d'une défaite, un nul pour un but marqué contre 2 encaissés. Les Léopards qui ont débuté le stage depuis le 2 janvier à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis vont rejoindre la Côte d'Ivoire le 12 janvier. Ils entreront en scène lors de cette compétition africaine face aux Chipolopolo Boys de la Zambie le mercredi 17 janvier. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.